moi, vraiment, je conseille de lire Mes idées politiques. C'est court, en fait, relativement court, c'est pas très long. Vous le trouvez sur Internet, en libre service. Je crois sur le site moras-net, il y a une version numérisée. Ça fait un PDF, ça fait 140 pages à peu près. Et vraiment, je conseille de lire ça parce que c'est le mieux. C'est un des rares livres qu'il a écrit en étant au calme, parce que grâce à la République, il était en prison. Donc c'est bien d'être en prison de temps en temps, vous voyez, ça vous donne du temps pour sortir de la mêlée et vous poser. Donc il résume tout de façon très claire et, euh, et ça permet de vraiment rentrer dans mon race. Sinon, si vous voulez d'autres classiques de lui, ils sont tous relativement courts, c'est Le Général Monk. Ça, en fait, c'est des longs articles fleuves, mais qui sont quand même très bien. Le Général Monk, de la possibilité du coup de force. Tout ça, c'est sur moras-net, donc vous pourrez le trouver. L'avenir de l'intelligence, bon, l'enquête sur la monarchie, qui n'est pas si longue que ça non plus, mais je vous dirais plutôt dans un second temps. C'est vraiment mes idées politiques. Vraiment, s'il y a une chose à lire et que le reste faut oublier, c'est ça. Et après, il y a des petits articles comme la possibilité du coup de force, généralement, que l'avenir de l'intelligence, qui sont courts aussi et qui sont fondateurs, hein, et qui montrent voilà, quelle est sa, vous voyez, comment il pense, qu'est-ce qu'il pense et comment il écrit. Après, je peux vous donner des conseils aussi de lecture sur lui, ou plutôt sur l'Action française, si vous voulez connaître des choses, il y a des choses qui sont intéressantes aussi, hein. Ou sinon, alors là, c'est pas Maurras directement, mais donc sur Maurras ou sur l'Action française, il y a Olivier Dard qui a beaucoup écrit sur l'Action française, ces livres sont intéressants. Ensuite, il y a aussi, qui a déjà 15 ans à peu près, Stéphane Giosanti, il s'appelle l'auteur. Giocanti, ça s'appelle Maurras, le chaos et l'ordre, qui est assez intéressant aussi, hein, qui parle de sa vie et de l'Action française. Et sinon aussi, pour l'Action française, le livre de François Huguenin. Tous ces livres-là sont intéressants parce que c'est ni dans l'idolâtrie, ni dans... Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'a priori, ils seraient plutôt des gens qui pourraient être, vous voyez, pas très favorables à Charles Maurras, et en fait, ils reconnaissent aujourd'hui, avec le recul, tout un tas de réalités, en fait, qui permet de mieux comprendre l'époque. Bah, tout ce côté de l'action française qui est pas tout un mouvement révolutionnaire, et donc ça. Et si vous êtes, bon, ça c'est pour donc quelques livres, hein, donc François Huguenin, l'action française, les œuvres d'Olivier Dard comme celui-ci, Stéphane Giosanti, Maurras, le chaos et l'ordre, et un autre aussi qui était pas mal, Jacques Pogam, donc Paugam, l'âge d'or du maurassisme, qui est très intéressant pour se rendre compte de à quel point la Première Guerre mondiale a été, pour l'action française en particulier, mais en fait ça reflète aussi ce qu'a été pour la France en général, comment ça a été un coup dur qui a tué en fond la vivacité de l'action française. En fait, parce que l'âge d'or de l'action française, c'est après la Première Guerre mondiale. euh, mais au fond, la Première Guerre mondiale a massacré toute la jeunesse qui aurait pu faire la restauration après, en fait, dans un autre monde. Et si Marat c'était aujourd'hui, c'est légitimiste, je pense. Dans le sens, il ne soutiendrait pas les Orléans. Pourquoi il a soutenu les Orléans? Je pense qu'il y a deux choses. C'est que, premièrement, quand lui arrive en politique, on est tous fils de notre époque. Le légitimisme politique est quasiment inexistant, et les rois légitimes sont les carlistes en Espagne. Ils se battent en Espagne pour retrouver le trône. Donc, même si évidemment ils reconnaissaient, enfin ils réaffirmaient leur droit au trône de France, mais à l'époque, d'un point de vue politique, et c'est là, c'est effectivement la limite de Maurras fondamentale. C'est d'ailleurs ce que dit Salazar, qui était trop politique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on est politique, il faut que ça soit possible. Et qu'à l'époque, ça semblait impossible. Et il se trouve qu'à ce moment-là, le prétendant orléaniste, à cette époque-là, et en fait, quand on regarde dans l'enquête sur la monarchie, où il interroge l'enquête sur la monarchie, la doctrine elle-même qui prône, c'est contre-révolutionnaire. En dehors de la considération de qui est le roi légitime, la doctrine elle-même n'est pas l'orléanisme libéral de la monarchie de Juillet. À cette époque-là, c'est cette histoire du fusionnisme qui se passe après la mort du comte de Chambord, et où à ce moment-là, le prétendant orléaniste
et les grandes figures de l'orléanisme adoptent une doctrine contre-révolutionnaire en ligne avec les encycliques de Saint-Pédis et compagnie. Au début du moins, après ça part, dans les années 30, tout ça, ça part complètement n'importe comment. Donc ça c'est un aspect, enfin donc deux aspects, hein, la faiblesse du légitimisme politique à l'époque, le fait que le prétendant orléaniste, au moment où Maurras finalement commence sa carrière politique, est contre-révolutionnaire et semble la seule possibilité politique possible de la monarchie. Donc c'est pas des raisons très fondamentales en fait. Et troisième chose, et ça c'est aussi une sorte le gros problème de cette époque, c'est ce nationalisme exacerbé qui faisait qu'on considérait en fait que qu'un Bourbon espagnol était un étranger, la plupart des gens. Et à tel point que c'est ce qui explique la Première Guerre mondiale et que même les prêtres catholiques à l'époque disaient qu'on pouvait aller mourir pour la patrie et tout ça. Et d'ailleurs, Maurras s'en est mordu les doigts de ça un peu, parce que il disait à la fin de sa vie, c'est cité dans les Deux patries de Jean de Vigry. Maurras, dans une dernière lettre au président de la République en 1953, par Vincent Auriol, disait ça: une patrie, ce sont des champs, des murs, des tours et des maisons, ce sont des autels et des tombeaux, ce sont des hommes vivants. Donc même s'il parlait de nation, de patrie, vous voyez, il avait vraiment une vision de la patrie classique, incarnée, et où, en gros, si tout le monde meurt pour la patrie, qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de patrie. Donc la mort pour la patrie n'est pas une obligation, enfin, n'est pas un absolu, n'est pas une obligation. Et ça, c'est une dérive du nationalisme révolutionnaire, du nationalisme idéologique, qui demande du sang pour du sang à l'hôtel patrie, etc. Alors que non, le sacrifice, saint Thomas d'Aquin en parle d'ailleurs, est un sacrifice pour la patrie, est un grand sacrifice, mais n'est jamais une obligation et doit être fait pour le bien. Donc si ça doit tuer 25% de la population, c'est clairement pas un bien. Donc, et à la fin de sa vie, il reconnaît ça par moi. Voilà. Donc ça règle pas la question de l'orléanisme. Après, c'était quelqu'un de fidèle. Donc une fois qu'il a engagé sa fidélité envers quelqu'un, surtout que de toute façon, on peut pas savoir, parce que vraiment c'est ça qui est paradoxal. Mais quand Maurras arrive finalement, l'époque, et c'est pas la faute de Maurras, hein. C'est ça qu'il faut. Parce que souvent, il y a peut-être un côté. Allez, si le légitimisme a été faible à cette époque-là, c'est parce que l'action française était forte. Non, je pense que c'est justement parce que le légitimisme politique était faible que s'il n'y avait pas eu Maurras, aujourd'hui, il n'y aurait plus trop de royalistes, quoi. C'est-à-dire il a maintenu une doctrine contre-révolutionnaire avec cette fidélité malheureuse. De toute façon, ce qui est drôle, c'est qu'en 1937, pour revenir à 1937, quand il écrit Mes idées politiques, le prétentant réaliste de l'époque, qui n'est pas celui du début de sa carrière et qui est extrêmement libéral pour le coup et qui arrive plus à, qui est clairement beaucoup plus à gauche que ses troupes, mais il renie l'action française et Charles Maurras. Et Charles Maurras, il a une attitude très tradie dans ce sens-là. Il dit c'est pas parce qu'il nous renie que nous on reste sujet du roi et puis point barre. Mais à l'époque, là, malheureusement, la question légitimiste, en dehors des cercles universitaires et quelques familles fidèles, avec ce qui se passe en Espagne et tout ça, n'est pas d'actualité. Je pense vraiment que c'est une question plus d'époque que de fond. Et clairement, pour Maurras, c'est une question de possibilité politique. Et autant il était intéressé par, au fond, l'ordre et la loi naturelle, autant c'était pas un juriste. Et les questions de droit, il s'était pas vraiment intéressé à ça, en fait. Et le problème c'est plutôt les disciples de Maurras qui, aujourd'hui encore, s'accrochent à l'orléanisme parce que ça a été toujours comme ça pendant 70 ans, alors que c'est complètement en contradiction, en fait, avec la doctrine de leur maître et le réalisme politique. Aujourd'hui, il n'y a pas photo, normalement, hein. Tous les maurassiens devraient être légitimistes, en fait. C'est ça, au fond, que j'ai envie de dire aussi à l'heure actuelle. S'ils sont cohérents avec cette doctrine-là, avec le réalisme politique,
avec la réalité de l'orléanisme en tant que doctrine et le prétendant qui, avec après l'après-guerre, c'est complètement dévoyé. Hein. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus du tout de contre-révolution dans la doctrine orléaniste depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Hein. Il y a Maurras et ses disciples, et évidemment, dans ses disciples, il y avait des gens qui n'étaient pas très catholiques. Après, ce qui est intéressant de voir, là aussi, il y a un aspect d'époque qui peut se retrouver parfois même chez les clercs. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que il faut se souvenir que la fin, ça c'est très paradoxal quand même, hein, parce que la fin du 19e siècle, disons, depuis le milieu du 19e jusqu'à la fin du 19e et les persécutions anticléricales, il y a un vrai retour au catholicisme vivace, hein, très fort. Il y a des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, à la Salette, à Pontmain. Les gens sont très catholiques en fait. La société redevient beaucoup plus catholique que ce qu'elle était à la veille de la Révolution française dans un certain sens. Hein, je veux dire dans le climat. Voilà, c'est ça, Sainte-Thérèse. On a tout le cœur d'art, c'est un peu avant, mais et puis il y a la reconstruction de Notre-Dame. On dit Notre-Dame a brûlé là, mais Notre-Dame était en ruine. Après la Révolution, elle a été reconstruite. En fait, il y a un tragique de cette époque, c'est que comme le pouvoir politique est déficient, les gens de bonne volonté ont tendance à exiger. Il y a une sorte de papolatrie qui se met en place, dont on est très victime à l'heure actuelle, qui n'existait pas avant, parce que ça devient le seul référent. D'ailleurs, Joseph de Maistre, tout à la fin de sa vie, quand il décrit son du pape, présage de cette tendance qui arrive, la déception ou la défaillance des pouvoirs politiques fait qu'on commence à demander aux clercs et au pape de faire de la politique alors que c'est pas leur boulot, en fait. Dans l'histoire, il y a eu des exceptions, mais la seule exception qui a vraiment marché dans l'histoire, si on réfléchit bien, c'est la fin de l'Empire romain, le début du royaume chrétien. C'est qu'il y a aussi une sorte de paradoxe, c'est que Saint-Pédis, qui a finalement retardé Vatican II, enfin il aurait pu l'empêcher, mais qui a été la contre-révolution dans l'Église à la tête, le pendant politique en France, ça a été un peu Maurras, sauf qu'ils n'étaient pas, qu'ils n'étaient pas en position d'autorité. Ça, c'est une part du tragique. Voilà, le ralliement, la condamnation de l'Action française qui a été catastrophique, et des conséquences politiques immenses. Voilà, c'était pas. Mais bon, après, c'est facile de le constater. Après, à l'époque, mis dans l'époque, je pense que c'était très compliqué, très compliqué. Pour l'Église en France en particulier, ça a été une catastrophe. Et quelque part, ce qui est très intéressant, c'est comment il y a Pédis et où il y a Maurras de la première action française, ils marchent la main dans la main. Maurras a été celui qui a permis la condamnation du Sillon, qui était le fer de lance justement de cette démocratie libérale chrétienne, etc. Et malgré des pressions qui voulaient faire condamner Maurras pour des raisons politiques, Saint-Pédis a enterré ça, et ça a été ressorti plus tard de façon complètement politique, en fait de vengeance par rapport à la condamnation du Sillon quasiment, et par faiblesse politique de Pie XI. Je crois que pour les chrétiens c'était Pie XI aussi. Mais je pense que surtout, en tout cas le constat de cette époque-là, c'est que c'est le tragique de l'époque aussi qui faisait qu'il n'y avait plus d'État catholique qui soutenait le pape. Donc il avait quasiment plus, ou en tout cas plus d'États puissants. Et après la Première Guerre mondiale, même plus l'Autriche. Enfin, plus d'États suffisamment puissants sur lequel le pape puisse s'appuyer, donc il se retrouve sans bouclier temporel, nulle part. Alors, ni en Italie qui a été volée en 1870, il faut quand même pas s'oublier que la suppression des États du pape a été une sorte d'agression, ça donnait une stabilité, vous voyez, une indépendance au pape matériel, donc il était moins dépendant de décisions et des pressions de force des autres États, puisqu'il avait son propre État. Avec la suppression de ça l'affaiblit énormément. La disparition de quasiment tous les États puissants catholiques. Et donc, tout le monde... d'une part, il y a ce tragique où il n'y a plus d'État catholique sur lequel compter, et d'autre part, où tous les catholiques se tournent vers le pape, parce que c'est la seule personne vers qui ils arrivent à se tourner, et leur dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mais politiquement. Et donc, il y a une sorte de tragique de l'époque. Je sais pas, on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, ça explique beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'heure actuelle, en particulier la popolatrie, et aussi ça permet de nous, je pense, pour l'avenir, de comprendre la relation de la politique à la religion. C'est que les deux sont nécessaires, les deux, on peut pas que, c'est les deux, voilà, c'est la doctrine chrétienne telle qu'elle est. Il y a des rois très chrétiens,
qui sont laïques, qui sont sacrés, qui s'agenouillent à l'autel, qui protègent le pape, qui sont l'épée et le bouclier, et le pape déclare, et ce qui n'empêche pas au roi de prendre des évêques comme conseillers, de leur donner des missions politiques, ça n'empêche pas des évêques d'être seigneurs, ça n'empêche pas le pape d'être roi dans ses États, mais c'est un n'empêche pas, c'est pas le pape, c'est pas la popolatrie, c'est pas la théocratie, et c'est pas le gouvernement des clercs, pas du tout, justement, ça jamais c'est le gouvernement des clercs, et c'est les clercs qui n'en voulaient pas d'ailleurs. Et là, à cette époque tragique de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, il y a tout qui, tout qui se trouble, et finalement, après la guerre, effectivement, avec bon, Vatican II, c'est l'explosion des digues, et puis on est dans le, dé- dans le désordre, et, et où plus personne n'est à sa place, voilà, finalement. Avec des pouvoirs illégitimes, mauvais, et la plupart des gens qui n'ont plus conscience de l'ordre naturel, mais qui n'ont plus conscience de l'ordre surnaturel, ou même beaucoup de clercs ne savent plus très bien selon la doctrine, est la place de la société parfaite de l'Église et de la société parfaite de la société politique, enfin de l'État, comme on dit. Voilà. Donc c'est à nous d'avoir les idées claires déjà. Et puis je pense qu'au moins l'avantage, c'est que vu toutes les conséquences qu'il y a, on est obligé de sortir de ce tragique. Et que quelque part, dans le malheur qu'on a, on a la chance de ne plus avoir ces illusions. Parce que si tout ça a été, si ce tragique s'est mis en place, c'est que justement, la société était encore très catholique à l'époque. Donc même si on racontait des choses très erronées, on faisait des actions très fausses, bah, la société catholique pouvait rattraper le coup, donc c'était pas trop les conséquences étaient limitées. Alors sauf qu'après quand ça explose avec les guerres mondiales, alors là ça fait très mal. Mais on voyait pas forcément toutes les conséquences des doctrines délétères et des actions qui se fondaient sur cette doctrine. Alors qu'aujourd'hui, ça saute aux yeux, quoi. Mais même Salazar, qui n'était pas un maurassien à proprement parler, mais qui a beaucoup lu Maurras, et on dit souvent que ça a été une expérience concrète du maurassisme au pouvoir et qui n'a pas fait la restauration. C'est l'autre côté, et ça c'est une grande différence avec le légitimisme. C'est-à-dire que Maurras euh, conclut logiquement et par notre histoire, et ce qu'il appelle monarchie, c'est une monarchie en fait chrétienne, c'est pas les monarchies païennes. Parce que quand on regarde que l'histoire de France ou l'histoire de l'Europe, on n'a plus très bien, à l'époque, je veux dire, on n'avait pas l'expérience de ces monarchies païennes, donc on n'y pensait même pas. Je pense que c'était même pas dans le schéma de pensée, puisque ça faisait trop longtemps que ça n'existait plus. Et puis, c'est pas des missionnaires qui sont allés se faire manger par les cannibales, donc ils n'avaient pas l'expérience concrète de ça. Donc en fait, ce qu'il appelle monarchie, en fait, c'est monarchie chrétienne et catholique déjà, ça, c'est important. Et qu'il arrive à cette conclusion, mais que au fond, par exemple, les maurassiens qui ne sont pas français peuvent arriver à une conclusion différente que la monarchie. Mais que le plus intéressant pour nous, alors évidemment, c'est un vrai, grâce à Maurras, des gens qui ne pouvaient même plus imaginer la possibilité de monarchie, enfin, ou roi, parce que c'est à cause de l'éducation, tout ça, ça permet de remettre ça au centre et de dire, ah mais ouais, en fait, c'est super. Donc il a une valeur apologétique extrêmement puissante. Mais d'un point de vue légitimiste, au fond, que ça soit ça ou pas, c'est pas très important. C'est que, au fond, on est sujet du roi et point. Et notre constitution en France est comme ça. Donc, c'est même au-delà de ça. Mais c'est comme Saint Thomas d'Aquin. C'est comme pour prouver l'existence de Dieu quelque part. L'existence de Dieu, on peut le prouver avec la raison. Mais la révélation suffit parce qu'elle nous dit que Dieu existe. Donc, l'acte de foi suffit. Mais c'est bien aussi de pouvoir le démontrer par la raison. Bah, le rôle de Maurras dans la politique, je pense qu'il est un peu là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Maurras pour être sujet, être royaliste, légitimiste, et parce que c'est une donnée quelque part, un peu comme dans la région de la donnée de foi, mais que c'est bien de faire ce travail de la raison parce que c'est raisonnable en fait aussi, et c'est important de le dire. Voilà, c'est pas du délire machin. Mais ce que je voulais appuyer, c'est surtout, je pense, parce que c'est ça la grande
l'apport de Maurras pour nous aussi, c'est ce côté loi naturelle, politique naturelle, la nature de l'homme et la nature de l'homme politique en tant qu'animal politique, ce côté aristotélicien, et voilà, que vraiment il se colle à ça, à cette, à essayer d'éclairer, enfin de présenter la société politique telle qu'elle est dans la réalité, selon la nature humaine. Donc l'ordre, en fait, comment est l'ordre naturel pour que justement on puisse avoir les principes qui permettent de prendre les bonnes décisions. Et que c'est dans ce sens-là où vraiment Maurras, dans notre époque, où toutes les doctrines, enfin, où la contre, enfin, où on nie même l'existence d'une nature, donc d'une vérité en fait, hein, avec ce relativisme, ce libéralisme, ça, où on nie même l'existence d'une nature objective, d'une vérité là, enfin, qui est solide, que ce côté-là, et qui est très fort dans mes idées politiques, euh, et pour nous très important, enfin, peut nous parler beaucoup pour nous refaire prendre conscience dans le côté négatif de à quel point c'est complètement absurde toutes les idéologies révolutionnaires. En fait, quand on y réfléchit 5 minutes de façon posée, et Maurras a cet avantage de dire des choses qui seraient indicibles aujourd'hui, genre la démocratie c'est la mort, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc il a l'avantage de décomplexer par rapport à ça et de nous rappeler l'absurdité de toutes ces lumières, de toutes ces pensées modernes. Et derrière, mais pas de nous laisser sur notre faim, de réaffirmer les principes naturels de la politique naturelle et l'apport voilà, de la recherche que j'ai fait, ce que je voulais dire, c'est que ces conclusions qu'il apporte, il n'aurait jamais pu les apporter s'il n'avait pas le fond catholique. Et que c'est impossible d'avoir les idées aussi claires si c'est pas dans une société catholique, avec une éducation catholique, avec quelqu'un qui connaissait très bien Aristote et saint Thomas d'Aquin, etc. Donc Maurras, c'est un nom. Sa personne est très attachante par ailleurs, mais en fait on s'en fiche finalement. Euh, mais il aurait pu s'appeler Dupont. On s'en fiche finalement de qui c'est. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est qu'il s'efface par rapport. C'est comme saint Thomas d'Aquin. J'allais dire, ce qui est important, c'est pas que ça soit saint Thomas d'Aquin. C'est que ce qu'il dit est vrai ou pas vrai. Ou comme Aristote, d'autre part. Et saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, on aime bien Aristote parce que c'est saint Thomas d'Aquin qui est pur et il ne parle que des choses vraies dans Aristote, et parce qu'Aristote était païen d'une part, et donc il n'avait pas la révélation, mais il est hyper impressionnant parce que justement sans révélation, il a dit quelques vérités, en particulier sur la politique et en métaphysique. Et ce que je voulais dire aussi, parce que souvent on reproche aussi à Maurras de temps en temps, enfin certains, ou aux Maurassiens, j'en sais rien, ou aux Maurassistes, j'en sais rien, mais ce côté trop intellectuel et que ça ne serait pas incarné, mais en fait quand on regarde sa vie, il conclut à la monarchie, mais en fait, c'est pas juste une conclusion, il applique aussi. Alors bon, il a parlé sur le mauvais cheval, donc voilà, il s'en est pris plein la tête. Mais comme il a été fidèle d'ailleurs à l'Église, malgré qu'on dit qu'ils sont incroyants, tout ça, malgré l'excommunion, c'est ses disciples qui parfois en sont partis comme ça, mais lui-même a toujours respecté le pape, ses encycliques, et reconnaissait ce qui était vrai dans ce qui était dit. Ben, de la même façon que même quand il s'est fait jeter par le prétendant orléaniste, il a eu cette attitude de sujet fidèle. Alors, il n'était pas juriste, donc c'était pas le bon cheval, donc ça, c'est sa punition peut-être, comment dire, presque immanente, j'en sais rien. Mais son attitude était vraiment traditionnelle, et ça, il faut l'apprécier aussi. C'est-à-dire que c'était pas juste. Parce que parfois, on a un peu l'impression, on présente aussi ouais, l'Action française. En fait, il y avait un peu de tout. Enfin, c'est vrai, il y avait un peu de n'importe qui venait. Et d'ailleurs, ce qui était assez. Comment dire, pas cette charité, mais cette bienveillance catholique où des gens qui y arrivent et puis il y avait même des anarchistes qui étaient venus à un moment pour discuter, etc. Donc il y avait une sorte de grande liberté intellectuelle et un foisonnement, et ça c'est vrai. Mais en même temps, c'était pas, pour Maurras en tout cas, c'était très clair, c'était pas. Il fallait se soumettre à l'ordre naturel. Donc le but du jeu, la discussion, c'était pas pour discuter, mais c'était pour convaincre celui qui est en face, de le sortir de ses erreurs quand il était dans l'erreur, lui faire prendre conscience des erreurs,
et de le convaincre des vérités, quoi. C'est la fameuse phrase au début de sa carrière à Maurice Pujol, il dit mais il n'y a pas de réaliste en France. Il dit bah, devenez-le, nous serons deux. Et ça, cet aspect-là est très, pour nous, notre époque est très importante, je pense, parce que alors, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas, c'est pas du tout, c'est plus la même société, c'est pas sur les mêmes sujets, mais dans la, disons dans les, même dans les attitudes intellectuelles. Et quand je disais le combat tout à l'heure, c'est aussi cette attitude un peu pas fleur au fusil, mais ouais, il faut pas un peu c'est ça, voilà, ce côté, je sais pas, un peu enthousiasmant. Le combat est dur, mais c'est pas parce que c'est dur que c'est pas enthousiasmant. On peut prendre plaisir à combattre, c'est pas un péché. Et au contraire, si c'est pour la, surtout si c'est pour la vérité, si c'est pour Jésus-Christ, on doit être heureux de combattre. Enfin, en fait, il a un raisonnement politique, c'est ça le truc. Donc, il parle jamais de révélation. Donc, on sait pas ce qu'il pense sur la révélation. C'est ça le grand, le fond du fond. C'est que à leur époque, et c'est aussi une sorte de, il y a un côté d'époque, c'est-à-dire que il y avait, vous savez, cette sorte qu'on a toujours aujourd'hui, mais qui est en train heureusement de disparaître, je pense pour la jeune génération et nous autres convertis, etc. Mais il y avait cet aspect de, parle pas de la foi en public, vous voyez, un truc comme ça un peu. Et donc, lui se borne à une discussion politique, et donc, dans son analyse politique, donc il y a ce côté, bon, ça a toujours été français, donc finalement, il y a un côté très apologétique dans son œuvre. Hein. Lui, c'est d'abord un. Il écrit des articles de journaux, en fait. C'est pas vraiment un doctrinal, c'est pas en vrai. Il se bat au quotidien dans son journal pour convaincre les gens en face. Donc, il utilise tous les moyens apologétiques possibles, et par définition, quand on fait des combats apologétiques et polémiques, comme beaucoup d'apologétiques chrétiens dans les premiers siècles, bah, parfois on exagère un peu quand même, on va un peu trop loin. Et donc dans son argument politique, c'est pour l'Église, c'est bon, évidemment ça a toujours été français, donc ça c'est vrai, mais surtout c'est plus que ça encore, ce qu'on dit, c'est il n'y a que l'Église catholique qui peut qui protège l'ordre naturel. Et là, après, il dit plus rien. Et sous-entendu, peut-être que c'est pas parce que c'est pas à cause de la doctrine catholique, peut-être que c'est juste à cause de l'histoire. Il parle pas des raisons. Mais enfin, il dit ça. Et c'était le côté apologétique, en gros, pour tous ceux qui étaient anticléricaux, mais de bonne volonté, de leur dire, mais arrêtez d'être anticléricaux, en fait. Il s'adressait un peu à ça. Mais sur le fond, en fait, il a jamais parlé de sa position par rapport à tout ça. Et c'est la raison. Et il y a effectivement, si on sort quelques phrases, en particulier de ces œuvres de jeunesse, il y a des choses qui sont hérétiques, et c'est ça qui a été mis à l'index. Mais lui-même a dit plus tard qu'il fallait pas juger son œuvre à ce qu'il a écrit dans sa jeunesse, parce que quand en jeunesse, on écrit des conneries. Et ça, enfin, moi personnellement, je trouve que c'est vrai, quoi, parce que bon, normalement, dans une attitude chrétienne, alors, on regarde la fin. Voilà. Si si la personne finit bien en martyr, ça devient un saint. Et ça ne change rien de tout ce qui est faux avant. Ouais. Inversement, celui qui a dit peut-être beaucoup de choses vraies dans toute sa vie, mais qui finit très mal à la fin, comme Maritain ou quoi, ça ne change rien de ce qui a été dit vrai au début, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il parle quand même par les axes. C'est que, et aussi inversement, le nombre de clercs a commencé, il y avait même des cardinaux et tout ça, hein, qui soutenaient Maurras. Et puis l'abbé Penon, qui toute sa vie, l'abbé Penon qui l'a formé Maurras, hein, Maurras était formé par l'abbé Penon. Et quand il a perdu sa foi au moment de son adolescence comme ça, il a continué tout le temps à discuter. Lui-même a jamais rompu. Malgré cette crise de la foi qu'il a eue, il n'a jamais rompu en fait ses relations personnelles avec tous les prêtres, tout ça. Il n'est jamais tombé dans l'anticléricalisme, etc. Et puis avec le temps, euh, alors c'était quelle sœur? Enfin, il avait un échange avec je sais plus quelle sœur dans un couvent pratiquement à partir des années 30 de façon suivie tout le temps jusqu'à la fin de sa vie. Et puis il a fini dans les sacrements. Et c'est par ce travail-là aussi que finalement, après l'excommunication, enfin, elle a été levée, et elle a été levée un peu comme ce qui s'est passé par rapport, enfin, pas du tout les mêmes contextes, mais de la même façon en reconnaissant que l'excommunication n'avait pas lieu d'avoir été. Enfin, il y a vraiment un truc politique là-dedans qui s'est passé et ça fait penser à d'autres choses
notre histoire récente, pas forcément par rapport aux mêmes personnes, mais je sais pas, aux évêques de la Saint-Pédis ou ce genre de choses, de façon différente, hein, donc. Voilà, il n'en parle jamais dans ses textes, mais dans son attitude, je trouve rien. J'ai jamais entendu quelqu'un même qui voudrait dire qu'il il veut utiliser juste l'Église pour utiliser l'Église, qui dans son attitude arrive dans ses actes, dans ses actions, indique ça. Après, il a eu des disciples qui, eux, se gênaient pas pour dire on n'a rien à faire de l'Église, mais on la garde parce qu'elle permet de garder l'ordre. Mais lui, n'a jamais dit ça. Voilà, il n'en parlait pas. Il n'en parlait pas, et c'est ça qu'il faut comprendre avec Maurras, il faut le laisser à sa place. Il ne faut pas en faire une idole, il parle juste de politique en fait. Et c'est le programme qui lui-même s'assigne. Il dit, moi je parle que de politique, je parlerai pas du reste. Donc ça sert à rien de me demander, je ne veux pas en parler. Alors c'est une faiblesse, dans un certain sens. Mais voilà, c'est un fait par rapport à ce qu'il a écrit, à sa pensée, à sa vie. Donc il ne parle pas, dans ce qu'il écrit, des choses externes. Il ne parle pas de la révélation et de la vie après la mort, de la fin, etc. Tout ça, il n'en parle pas. Voilà. Mais il n'en parle pas. Ça ne veut pas dire qu'il le nie. Voilà. Et effectivement, on aurait aimé qu'il brise ce silence. Mais après, quand on regarde ses actions, au début, moi, je pensais l'inverse. Hein. Je pensais, comme tout le monde, hein, en fait, oui, il utilisait plus l'Église qu'autre chose. C'était plus politique qu'autre chose. Mais bon, en fait, quand on regarde quand même son action sur toute sa vie, où il a une constance, hein, dans sa doctrine aussi, ça c'est très rassurant. Hein, comme je disais, c'est la même doctrine qu'il décline, en fait, aux problèmes qui arrivent tous les jours différents. Mais par exemple, dans sa attitude par rapport à l'Église, par rapport au clerc, ou par rapport même aux prétendants, et puis bon, à la fin, il finit dans les sacrements. Donc, il faudrait faire des recherches archivistiques pour savoir quand il allait à la messe, quand il n'allait pas à la messe, à partir de quel moment il a recommencé à la messe ou pas, s'il allait au sacrement, parce qu'au fond, c'est ça qui permettrait de savoir de façon plus affirmative sa vie de la foi, mais finalement, en tout cas dans notre combat politique, légitimiste et pour les principes, tout ça, ça nous intéresse pas tellement. Effectivement, de façon personnelle, moi j'aimerais bien savoir, ça serait une recherche intéressante à faire. Mais enfin bon, il y a d'autres priorités, quoi. Il avait la passion politique quelque part, mais c'était pas un politique, et comme je disais, il a jamais été chef de ces mouvements. Alors le truc, c'est que les gens lui demandaient de l'être quand même, enfin, allaient le voir systématiquement. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est que quand même, en 1934, il faut quand même se souvenir qu'il a déjà il est né en 1868, si je m'abuse. Il a 65 ans, donc disons qu'il est déjà plus tout à fait dans la même logique. Et puis, bon, je connais pas tous les détails de cette journée-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en face, les Républicains ont eu très peur, ça c'est clair. Et que ça a été une bonne excuse pour faire toutes ces choses, mais après, est-ce que Maurras aurait eu une attitude différente, ça aurait changé grand-chose? Pas vraiment certain. Lui-même considérait que c'était pas son rôle de faire ça, de toute façon, parce qu'il n'était pas chef et il avait son âge, et puis que de toute façon, ça aurait pas été décisé dans cette journée-là. Bon. Après, on refait pas l'histoire, hein. En tout cas, ça s'est passé comme ça. On a des visions qui sont un peu erronées par cette époque, c'est que justement ça, c'était possible dans ces époques-là. Et c'est-à-dire que peu importe de son engagement politique, son talent littéraire, parce qu'il avait un vrai talent littéraire, et il avait une vraie connaissance des humanités, parce que il y a aussi le Maurras poète, etc. Hein. Bref, les ennemis politiques affichés et féroces à son égard reconnaissaient sans problème par ailleurs sa qualité littéraire. Et l'Académie française, institution d'Ancien Régime, n'était là pas pour faire de la politique, mais pour reconnaître la qualité objective ou la contribution objective à la langue française, à la culture française, et donc il a été élu. Et c'est ça que nous, on a du mal à imaginer notre époque, parce qu'elle n'est pas du tout comme ça, notre époque, elle est super idéologique. Mais à l'époque, malgré ces combats, tout ça, il restait un côté très bon enfant. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter avec un franc-maçon. L'anticlérical de base, il connaissait son catéchisme sur le bout des doigts.
c'était pas des gens de même niveau, quoi. Ah, ils étaient très diaboliques, hein, c'est pas la question. Mais en même temps, la plupart, disons, les gens, les maires, disons, locaux, etc. Si donc Camillo ça s'est tourné comme ça, c'est parce qu'il y avait un peu cette ambiance. Alors, les types, ils avaient des doctrines complètement fausses et ils arrêtaient pas de bouffer du curé, mais au fond, leur curé, il aimait bien quand même, hein. Où il y a certaines limites. Ils dépassaient pas la ligne rouge qui faisait que ça allait mettre le désordre total. Alors, le problème de ça, c'est que, enfin, je veux dire, en face, le régime était pourri et ça empêchait la France, enfin, de prendre toutes les décisions qu'elle aurait dû prendre en politique extérieure, par exemple. Et donc, à chaque fois, elle était à la remorque de l'Angleterre. Enfin, c'est tout ce que dénonce l'Action française, et aussi Bainville, à l'époque, et qui est complètement vrai. C'est que depuis la Révolution française, mais c'est encore plus vrai avec la Troisième République, la disparition de la France en tant qu'entité politique, qui prend des décisions politiques, non pas pour des vraies raisons, avec une vraie intelligence de ce qui se passe, et pour la paix, et qui peut peser... la France n'existe plus d'un point de vue politique international, et c'est une cause clairement, peut-être passive, mais majeure, de tout ce qui se passe au XXe siècle, de toutes les guerres mondiales. Toutes ces guerres, tout ça aurait pu être évité facilement avec une volonté politique minimale, de bon sens, et de la politique capétienne, comme on dit. Et ce qui est paradoxal, c'est que juste au moment où Maurras est voué aux gémonies après la guerre, diabolisé, complètement assassiné, c'est peut-être le triomphe de sa politique. Enfin, c'est-à-dire que les De Gaulle après, etc., dans ce qu'on estime de bon dans ces politiques-là, donc la politique extérieure en particulier, qui était effectivement une politique capétienne, et en fait était nourrie de principes maurassiens. Donc c'est très intéressant ce qui se passe à ce moment-là, c'est que d'un point de vue politique, on détruit, enfin De Gaulle détruit Maurras, mais en pratique, c'est sa doctrine qui est appliquée dans un certain nombre de domaines, en particulier la politique extérieure. Mais aussi, par rapport à la vision de l'autorité, le côté monarchie républicaine, c'est clairement des générations qui étaient nourries aux Maurassiens, donc c'est très paradoxal. Et le tragique de cette époque, c'est que juste à ce moment-là, où d'un point de vue politique, il y a une politique maurassienne, enfin, disons plus naturelle, qui aurait pu s'affirmer à un moment donné, où plus personne ne voulait entendre de guerre, plus personne ne voulait entendre de choses trop révolutionnaires, et où tout le monde était d'accord pour reconnaître l'autorité, etc., ce genre de choses. Et ben là, c'est paf, Vatican II, la foi qui part en cacahuète, et justement, bon, c'est une sorte d'autre tragique, bon, disons renforcé par le fait que, comme De Gaulle a détruit Maurras, en fait, même s'il profitait de sa doctrine pour faire à un moment donné, de façon ponctuelle, quelques politiques qui étaient bonnes ou meilleures, en fait, en détruisant enfin, Maurras et donc par ricochet sa doctrine, il a créé les conditions de victoire totale, je sais pas comment, du gauchisme, du communisme, du libéralisme, qui a été triomphaliste, disons, avec l'écroulement catholique dû à Vatican II à ce moment-là, quoi. Donc, c'est-à-dire que pouf, il y a tout, les digues tombent, les murs tombent, et là, c'est la débandade, quoi. On conclut facile, juste avec une mini-prière à la fin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous. Seul pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.